Quand une molécule d'eau est plongée dans un tel rayonnement électromagnétique micro-ondes, elle se met à tourner. Quand une molécule d'eau est plongée dans un tel rayonnement électromagnétique micro-ondes, elle se met à tourner. Les molécules d'eau ne sont pas seules. Elles sont en contact avec les autres composants comme les molécules de glucides, de lipides ou de protéines. Les molécules d'eau en tournant vont donc heurter d'autres molécules, leur céder une part de leur énergie et ces molécules vont elles-mêmes commencer à s'agiter dans tous les sens. Et leur température va donc augmenter. Mais tout d'abord, doit-on craindre ces nouveaux compteurs d'eau numériques? Regardez bien, toutes les 8 secondes, vous allez avoir une impulsion. Je vais vous donner le top. Top! Plus besoin d'un agent aujourd'hui pour relever la consommation d'eau des ménages, c'est le compteur lui-même qui le fait. Et c'est bien là le problème pour certains usagers. Le système de télérelevé utilise les ondes radio et Internet. Dans cette résidence, les irradiations relevées des compteurs se rapprochent de celles d'une antenne relais.
Vous êtes dans une copropriété comme ça, qu'il y a 300 compteurs de ce type, vous êtes soumis à un rayonnement permanent de plus de 2,2 volts, entre 2 et 3 volts, ce qui est énorme. C'est pour ça que tous les gens sont fatigués. Odile est une électrosensible, c'est-à-dire qu'elle ne supporte aucune onde magnétique. Il y a un an, elle a fait désinstaller son compteur d'eau à distance. Pour elle, c'est cet appareil qui l'a rendue malade. J'ai commencé déjà à avoir des problèmes de tachycardie au niveau du cœur, des nausées. Et très très vite des problèmes d'équilibre, je ne tenais plus debout. Et puis quelques temps après, carrément des vertiges où je suis carrément tombée. La solution radicale pour éviter d'être irradié par son compteur d'eau, l'envelopper. Le problème, il ne transmet plus la consommation d'eau des usagers. EDF-ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL en kHz. Cette nouvelle fréquence spécifique injectée sur le réseau filaire électrique national pour le compteur Linky est réalisée sous un protocole appelé CPL G3, avec un en fréquence intermédiaire allant jusqu'à 395 kHz. C'est elle qui va de facto irradier tout le réseau de distribution du courant électrique basse tension de tout le territoire français. L'injection de cette fréquence intermédiaire en kHz se réalise sur les câbles de l'alimentation électrique dans tous les transformateurs de quartier par l'intermédiaire de coupleurs capacitifs afin de réaliser des boucles locales d'information bidirectionnelles. Ensuite, la transmission de données aux gestionnaires se réalise par des dizaines de milliers d'antennes relais de téléphonie mobile installées sur tous les transformateurs de quartier faisant office de concentrateurs. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives, car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée est rayonnée. C'est une nouvelle pollution environnementale qui impacte tout le vivant. EDF-ERDF, à ce jour, n'envisage pas d'option de protection sécuritaire pour la santé humaine. Ce qui aggrave la nocivité des rayonnements du CPL du Linky, c'est la notion de dose, puisque la durée d'exposition des personnes dans leurs appartements sera pérenne et de surcroît, en champ proche, la puissance radiative sera maximum. Cette nouvelle irradiation génère des effets engendrant un affaiblissement général de la population qui impacte surtout les plus faibles, dont les enfants, mais qui provoque aussi une surmortalité en abrégeant la vie des malades et des personnes âgées. Si pour les nouveaux compteurs d'eau ou de gaz équipés de modules de transmission en fréquence 864 MHz, il est facile de bloquer les rayonnements haute fréquence micro-ondes en enveloppant les compteurs dans un film d'aluminium, cette option n'est pas possible avec le Linky qui utilise le CPL. This is World News with Peter Jennings. We're going to begin this evening with a subject that sooner or later occurs to millions of people who use cell phones. Are they safe? Je n'oublierai jamais cette date du 5 février 2005. Ce jour-là, je découvrais qu'aux États-Unis, des malades atteints de tumeurs au cerveau avaient intenté des poursuites de plusieurs millions de dollars contre l'industrie de la téléphonie mobile. We can clearly observe cell death. That was a big shock for us.
conseillés par des lobbyistes, dont certains travaillent pour l'OMS, les industriels contestent les dangers potentiels des ondes électromagnétiques. We have not found any evidence to suggest that these phones are not safe. Ces problèmes sont malvenus et ignorés par une industrie qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 17 000 milliards de dollars. Es bleibt nicht bei der Wissenschaft. Da wird sehr schnell versucht, einfach auch das Privatleben von Wissenschaftlern zu zerstören. I didn't expect the impact on, the impact on my family. Des scientifiques ont identifié les problèmes, ils ont même des solutions. Mais les intérêts financiers sont plus importants. Les tribunaux devront trancher. C'est un combat de David contre Goliath. I think this industry is too big to fail. It's not already fulfilling. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci pour ces paroles de bienvenue du président de Biarritz-Centaines, en la personne de Monsieur Pierre Nicot. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir, d'autant que j'ai un ami, Monsieur Jacques Parvillier, qui est dans la salle avec son épouse, que je n'avais pas revu depuis quelque temps, et qui a lui-même organisé il y a quelque temps à Biarritz une conférence à laquelle j'étais venu. Vous voyez que tout continue. Alors, à l'époque, c'était essentiellement, il me semble, les pollutions chimiques. Maintenant, c'est les pollutions électromagnétiques. Alors, si vous voulez, et puis merci bien sûr au docteur Baruch qui représente, si j'ai bien compris, le conseil municipal de Biarritz. Et merci donc de nous avoir prêté cette salle pour cette soirée à l'association donc Biarritz-Centaines. Bien sûr, c'est un gros travail. C'est un gros défi. Un défi parce que, si vous voulez, nous sommes dans un siècle de corruption. La corruption financière, elle est à l'ordre du jour pratiquement tous les jours. Dans cette période si vous voulez, de compétition pour les présidentielles. Mais beaucoup plus grave encore que la corruption financière, il y a la corruption idéologique. Et nous sommes ici en pleine corruption idéologique, c'est-à-dire une confusion qui est créée dans le public, dans la société civile dont nous faisons partie, et qui nous disent « circuler, rien à voir ». Alors il y a des responsabilités, si vous voulez. Il y a d'abord la responsabilité des opérateurs qui défendent leur beefsteak. Nous sommes dans un monde où il faut faire des bénéfices, donc les opérateurs, il y a une espèce de fuite en avant vis-à-vis des technologies sans fil. On n'arrête pas le progrès, comme dirait l'autre, mais la 2G, 3G, 4G, 5G, puis il sera bientôt la 6G ou 7G, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une fuite en avant sans tenir compte des problèmes de santé publique. Alors, vous me direz, il faut des contrepoids. Les contrepoids sont difficiles à mettre en place. Alors, le premier contrepoids à cette fuite en avant, ça pourrait être, si vous voulez, le corps médical. Malheureusement, le corps médical est, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure au docteur Baruch, eh bien, il n'a pas reçu, les médecins qui pratiquent aujourd'hui n'ont pas reçu dans leur cursus universitaire des indications suffisantes pour parler de ce que j'appelle maintenant la médecine environnementale, c'est-à-dire des pathologies qui sont liées à l'environnement. Et donc, il faut qu'ils apprennent cette nouvelle pathologie. Beaucoup le font, mais pas tous.
D'autant qu'il y a une confusion qui est entretenue par les médias. C'est-à-dire que, si vous voulez, les médias reprennent ce que disent les opérateurs qui, de toute façon, par l'intermédiaire des lobbies, nous mentent en disant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc les médecins se disent, au fond, il n'y a rien de prouvé. Donc, tant que c'est pas prouvé, on ne peut pas dire que les maladies qu'ont les malades sont liées au champ électromagnétique. Et puis, beaucoup plus grave, vous avez les agences de l'État. Et je voudrais faire dire quelques mots à propos de l'ANSES. L'ANSES, qui est, si vous voulez, cette agence qui, normalement, doit s'occuper de la sécurité sanitaire liée au travail et à l'environnement. Et donc là, vous avez notamment un groupe de travail qui a été créé sous obédience de différents spécialistes qui vont prendre des décisions pour informer les politiques. Alors, ils vont faire des rapports, ils font des rapports. Alors, malheureusement, si vous voulez, ces commissions sont faites par des personnalités qui sont peut-être compétentes dans certains domaines, mais qui, en l'occurrence, ne le sont absolument pas dans le domaine des champs électromagnétiques. D'autant plus que, si vous voulez, très peu de chercheurs en France se sont attaqués au problème des effets sanitaires des champs électromagnétiques. Et donc, les conclusions sont erronées. Comme exemple, nous avons envoyé, il y a 1 an, 40 fiches, puisque c'est un système de fiches. D'abord, il y a une espèce de, si vous voulez, là encore, de malhonnêteté intellectuelle du groupe de travail qui s'occupe de cette agence qui s'occupe des champs électromagnétiques, puisque ils se sont donné comme mission de mettre à la disposition du public le pré-rapport qu'ils comptent envoyer aux politiques, mais ils le font en juillet et août, c'est-à-dire qu'ils donnent 2 mois pour que des experts puissent éventuellement améliorer ce qu'ils avaient écrit dans le pré-rapport. Alors, le pré-rapport concernant champs électromagnétiques et enfants, la conclusion, c'était il n'y a aucun danger chez l'enfant des champs électromagnétiques. C'est absolument inacceptable. C'était en contradiction formelle avec les résultats, notamment en provenance des scientifiques américains. Nous avons envoyé 40 fiches et fort heureusement, ils ont dans le rapport final, ils ont dit pour l'instant, on n'a rien mis en évidence, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut poursuivre les recherches. Donc, c'était déjà un peu mieux que de dire qu'il n'y avait aucun danger. Là, il y a un rapport qui est en train de se mijoter sur l'électrosensibilité. Et là, si vous voulez, là, c'est une confusion complète, si vous voulez, une malhonnêteté scientifique dans l'interprétation des publications internationales, une incompétence. Alors, d'autant qu'à cela se joint, si vous voulez, le seul article publié dans une revue scientifique internationale, c'est le travail que mon équipe a fait, faisant état de la plus grande série mondiale de sujets examinés cliniquement, investigués biologiquement, de sujets se disant être atteints d'une électro-hypersensibilité. Or, si vous voulez, dans le pré-rapport, il y a une annexe spéciale pour critiquer ligne après ligne ce rapport, qui a bien sûr quelques détails qui peuvent prêter à discussion, mais qui avait été accepté par des pairs internationaux, dont aucun français, parce qu'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas d'experts français autres que mon équipe. Et si vous voulez, à cela s'ajoute contrairement à ce qu'ils disent, une perte d'indépendance scientifique. Autrement dit, vous avez quelques publications. Il y a une incompétence d'abord par le fait que pratiquement des candidats, sauf 1 ou 2, n'a publié des travaux sur l'électro-hypersensibilité. Deuxième point, sur les champs électromagnétiques et en particulier sur l'électrosensibilité. Deuxième point, il y a une perte d'indépendance parce que les quelques articles qui ont été faits sur les champs électromagnétiques l'ont été en signature avec des pseudo-scientifiques travaillant à la solde des opérateurs
Alors, il fallait les chercher en Belgique ou en Allemagne. Mais là, il y a une perte d'indépendance de jugement parce que ces gens-là, par affinité, si vous voulez, défendent, bien sûr, le côté, les intérêts des opérateurs. Troisième point, des millions d'euros ont été consacrés par la France pour les recherches sur les champs électromagnétiques. Et malheureusement, il n'y a aucune étude publiée. Et la fameuse étude de Cochin qui a été programmée, si vous voulez, on n'a toujours pas programmé il y a quelques années, 3, 4 ou 5 ans, je ne sais pas exactement, il n'y a aucun résultat accessible actuellement. Où sont passés les millions d'euros, 2 ou 3 millions d'euros, qu'on a distribués, si vous voulez, pour faire ces travaux sur l'électro-hypersensibilité. Et je dis aujourd'hui, très très calmement et sereinement, qu'il faut qu'il y ait une enquête de l'IGAS et si vous voulez, de la Cour des comptes pour essayer de voir où sont allés ces deniers consacrés à la recherche sur les champs électromagnétiques. Alors, si vous voulez, ça c'est les problèmes des agences. Vous avez également, bien sûr, le problème des politiques. Et les politiques, si vous voulez, il y a manifestement, si vous voulez, on nie ou on dénie la vérité. Et à la décharge des politiques, il faut dire qu'ils ne sont pas informés correctement, puisque les agences de l'État ne font pas leur boulot, et que le corps médical, on entretient une confusion dans le corps médical, y compris par les quelques scientifiques qui pourraient donner un avis éclairé. Également, on est préjugés, et donc on est dans une confusion complète. Alors, reste que faire devant, si vous voulez, cette situation de déni complet face à un problème de santé publique majeur? Eh bien, il est évident que c'est à la société civile de faire le boulot. Et je remercie donc une fois de plus de m'avoir invité ici. Ce soir, je vais essayer donc de vous dire où nous en sommes au niveau des recherches. Car il est évident que pour qu'il y ait une décision politique qui puisse se faire dans de bonnes conditions, il faut encore qu'il y ait des travaux scientifiques par des experts qui connaissent le sujet, qui travaillent sur le sujet, et il est évident que il y a tout un aspect de communication à faire en direction des éducateurs, en particulier des familles, car vous savez que le gros problème, c'est les enfants et les adolescents aujourd'hui, où on peut constater une véritable addiction à ces technologies sans fil, avec des retentissements sanitaires majeurs. Je disais tout à l'heure que les résultats viennent de tomber pour la France par mon amie Barbara Demnex, qui est une chercheuse que je connais parfaitement, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle. Dans mon livre, d'ailleurs, je fais état des travaux américains. 5 à 10% des adolescents de moins de 17 ans ont une baisse de 5 à 7 points de leur QI aux États-Unis. Cause majeure, la téléphonie mobile. On a en France entre 3,8% de baisse du QI des jeunes dans notre pays à cause de la téléphonie mobile, principalement. Donc voilà, nous sommes dans une situation où il y a un véritable problème de santé publique qui doivent de toute façon intéresser tout de même les politiques. Or, combien de politiques qui, dans cette course à la présidentielle, combien ont parlé de santé et d'environnement? Très très peu, si vous voulez, alors qu'il y a aujourd'hui, en termes de santé publique, 20% de nos concitoyens, bientôt 25% de nos concitoyens qui sont reconnus en ALD, c'est-à-dire affection longue durée par la sécurité sociale, parce qu'ils ont une affection sévère, chronique, si vous voulez, qui va donc demander des soins permanents, avec donc une sécurité sociale qui ne pourra plus, dans les années qui viennent, rembourser à 100% la prise en charge des malades atteints de ces affections. Donc nous sommes dans un véritable problème de santé publique qui n'est jamais analysé en termes de santé, proprement dit, mais uniquement en termes financiers par les politiques qui nous gouvernent. Et nous avons actuellement encore probablement la plus mauvaise ministre de la Santé que nous avons pu avoir depuis ces 25 dernières années, en la personne de Marisol Touraine. C'est clair et net. Elle n'a rien compris aux problèmes de santé qui se posent. Alors, au corps médical de se réveiller, vous allez me dire, oui, c'est ce qu'il est en train de faire, fort heureusement. Alors, pour revenir sur l'ARTAC, l'ARTAC est une association, si vous voulez,
d'utilité générale qui va devenir utilité publique dans les mois qui viennent, puisque, si vous voulez, c'est ce que nous avons fait depuis 25 ans fait que nous avons acquis une renommée internationale et nous avons, si vous voulez, des budgets, des donateurs qui nous permettent de prétendre à l'utilité publique. Pour ce qui est des travaux sur l'électrosensibilité, comment ça s'est passé? Je suis cancérologue, vous me direz pourquoi je vais venir vous parler, bien sûr je vais vous parler de cancer dans un instant, mais pourquoi je vais vous parler également de maladie d'Alzheimer, pourquoi je vais vous parler de maladie d'Alzheimer, pourquoi je vais vous parler d'électro-hypersensibilité étant cancérologue? Tout simplement au nom du serment d'Hippocrate, parce que, si vous voulez, en commençant par le cancer, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres pathologies qui étaient liées au champ électromagnétique, et donc il a fallu mettre en place d'abord un diagnostic vis-à-vis de ces patients, mettre en place des moyens pour suivre l'évolution de ces patients, les traiter correctement et bien sûr essayer de prouver un lien de cause à effet entre une exposition abusive au champ électromagnétique et l'apparition de ces pathologies. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, là encore, déni politique, nous n'avons pas de subvention en provenance de l'État. Nous avons demandé à 2 reprises une subvention à l'ANSES, ça nous a été refusé, tout simplement parce que les résultats que nous obtenons les contrarient la politique de santé qui est décidée en haut lieu et par conséquent on ne veut pas faire de vagues, ça c'est une règle générale des politiques. Et je pense qu'au contraire il faut absolument que nous essayons de régler le problème de santé publique au mieux de l'intérêt de la population générale, mais de nos enfants et adolescents en particulier. Alors, la technologie sans fil, vous voyez sur cette diapositive, ça date pas d'hier. Il y a eu toute une, si vous voulez, une progression au début du siècle. En 1900, c'était la découverte de l'électricité et des premières électrocutions. Et puis après, on est passé à la radio sans fil, il y a la TSF, il y avait les radars, la télévision, et à chaque fois sont apparus, si vous voulez, des pathologies, mais qu'on ne répertoriait pas parce qu'elles apparaissaient en petit nombre et les études étaient difficiles à conduire. Mais si vous voulez, si on prend le cas des radars, toutes les pilotes, ça a été décrit, il y a le syndrome de micro-ondes, et on avait d'ailleurs constaté que les pilotes faisaient plus, c'est peut-être encore le cas, je n'en sais rien, mais en tout cas on a constaté qu'ils faisaient plus de cancer du testicule que la population normale. Donc il y avait une exposition qu'on avait à l'époque attribuée au champ électromagnétique. La télévision, avec notamment, si vous voulez, et l'ordinateur, ce que les Suédois ont décrit sur la dermatite liée à l'écran. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui étaient exposés plusieurs heures par jour devant un écran cathodique, c'était, vous savez, les gros écrans, hein, aussi bien la télévision que l'ordinateur, eh bien, ils devenaient comme un homard, avec si vous voulez, des coups de soleil, comme des coups de soleil généralisés au niveau du corps et prédominants au niveau du thorax, notamment. C'est ce qui a été décrit sous le terme de dermatite des écrans, screen dermatitis. Les cancers également, on a d'abord décrit des cancers du sein chez les femmes qui, si vous voulez, faisaient beaucoup d'ordinateurs. Alors certes, ça ne représentait à l'époque que 5% des cancers du sein, mais ça avait été tout de même bien mis en évidence par des études épidémiologiques. Et puis maintenant, on arrive avec une explosion, si vous voulez, qui avec la téléphonie mobile notamment, et pour lequel on a et si vous voulez les expositions qu'on peut dire aussi tout azimut dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant un électrosmog, c'est-à-dire un espace où de toute façon où vous alliez, il n'y a pratiquement plus de zone blanche, mais vous êtes exposé du matin au soir, si vous voulez, par ces champs électromagnétiques. Et donc là, on a bien sûr le cancer, les tumeurs du cerveau, les leucémies, comme je vais vous en parler, mais également la maladie d'Alzheimer. Ceci est formellement démontré actuellement.
Et puis l'électrohypersensibilité, qui est une pathologie émergente qui, si vous voulez, est je dirais, une affection de plus en plus fréquente, qui a une incidence qui est galopante et qui, malheureusement, n'est toujours pas reconnue à sa juste valeur, y compris par l'OMS. Mais là, il y a des progrès qui vont être faits dans les semaines qui viennent. La suivante, alors il faut... La difficulté, si vous voulez, pour bien exposer le risque lié au champ électromagnétique, c'est que ça demande des notions de physique, des notions de biologie, puis des notions de médecine. Donc, il faut faire un amalgame de tout ça, et en passant par la biologie moléculaire. Donc, c'est pas aussi simple que ça à comprendre. Alors là, on m'a demandé de donner des diapositives. J'ai résumé ce que j'ai dit à une conférence médicale que j'ai faite avant-hier à Reims, où il y avait des médecins. Ils étaient moins nombreux que vous ce soir. Il y en avait tout de même une quarantaine. Et voilà, donc il faut d'abord comprendre ce que c'est que les champs électromagnétiques. Alors d'abord, bien distinguer, parce que souvent on confond tout, les sons, c'est-à-dire les infrasons, les ultrasons, et les champs électromagnétiques. Les sons ne sont pas des ondes électromagnétiques, ce sont des ondes hautes. Ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire que les malades qui sont intolérants aux champs électromagnétiques peuvent tout à fait avoir des examens de type échographie, c'est-à-dire où là, on donne des ultrasons. Donc, pas de drame. Les électro-hypersensibles tolèrent tout à fait les ultrasons. Alors, vous avez le spectre qu'il faut bien comprendre. À gauche, c'est, si vous voulez, les extrêmement basses et basses fréquences. Et tout au bout là-bas, vous avez les rayonnements gamma, les rayonnements X, donc vous avez la radioactivité pour une certaine part, les rayons X, et puis vous avez entre les deux, ce qui va séparer les rayonnements ionisants, non ionisants qui sont à gauche, et les rayonnements ionisants, vous avez les ultraviolets. Alors vous voyez qu'il y a d'ailleurs l'infrarouge, la lumière visible et les ultraviolets. Bon, c'est-à-dire la lumière naturelle, la lumière solaire. Les infrarouges sont utilisés en médecine parce que c'est thermogène. On peut arriver, on fait de la chaleur et on met sous une lampe à infrarouge. Ça peut, si vous voulez, d'abord les éleveurs de poulets le savent très bien, c'est pour que les poulets se développent plus rapidement, on les met sous infrarouge. Bon, mais vous avez la limite entre les non ionisants et les ionisants qui est l'ultraviolet, avec à gauche les ultraviolets A, à droite les ultraviolets B. Comment expliquer, si vous voulez, et ça, ce sont des ultraviolets qui sont dans le solaire. Et heureusement que nous avons la couche d'ozone, parce que si on n'avait pas la couche d'ozone, les ultraviolets B passeraient cette couche d'ozone et donc la vie serait impossible sur Terre. Donc heureusement qu'il y a cette couche d'ozone stratosphérique, c'est-à-dire à 30 km de la Terre. Sinon, nous serions, si vous voulez, la vie ne serait pas possible, nous ne pourrions pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qui fait la différence entre un rayonnement ionisant et non ionisant? Ionisant, c'est par exemple quand vous prenez du sel, que vous mettez du sel dans l'eau. Le sel, c'est ClNa. Un atome de chlore, un atome de sodium. Eh bien, spontanément, le sel va se dissocier dans l'eau. Et point très important, cette dissociation, donc il y a deux ions, un ion chlore, un ion sodium, fait très important, cette dissociation va chauffer la solution. Donc c'est thermogène, il y a de la chaleur. Pour des problèmes de physico-chimie, et là je ne peux pas m'étendre. Par contre, un rayonnement non ionisant, c'est un rayonnement qui ne va pas avoir la capacité énergétique suffisante pour dissocier une solution qui contient, si vous voulez, le sel ou un autre constituant. Alors, la question tout de suite, c'est que, est-ce que, dans certaines conditions, notamment in vivo, les rayonnements non ionisants ne vont pas être thermogènes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas
engendrer de la chaleur. La chaleur est très toxique pour l'organisme. Nous sommes à 37 degrés. Eh bien, si nous arrivons à 40, à 41 degrés dans certains tissus, il va y avoir un dysfonctionnement cellulaire. Bon. Eh bien, la réponse est oui. Et même un rayonnement non ionisant, lorsqu'on l'étudie in vitro, in vivo, c'est-à-dire chez l'organisme vivant, il va donner de la chaleur. Il va augmenter de 1 à 2 degrés, si vous voulez. Il va y avoir une augmentation de chaleur dans les tissus de 1 à 2 degrés. Donc voilà. Donc, si vous voulez bien comprendre qu'on a d'un côté les extrêmement basses et basses fréquences, de l'autre, au-delà de l'ultraviolet B, des rayonnements X et gamma, mais dans les rayonnements non ionisants, vous avez à distinguer des basses et extrêmement basses fréquences, les radiofréquences. Donc c'est ça qui nous concerne directement, si vous voulez, avec le téléphone et notamment les mobiles, et les hautes fréquences. Et puis on arrive au micro-ondes. Donc c'est ça qui va être si vous voulez, la pierre d'achoppement aujourd'hui, de savoir quels sont les effets de ces rayonnements non ionisants. Car les effets des rayonnements ionisants sont connus de longue date depuis Marie Curie. C'est cancérigène. Ça donne des cancers, des leucémies. Donc ça, on sait tout ça. Ça ne pose pas de problème. De même, une irradiation par des ultraviolets B, donc ça veut dire qui sont ionisants, eh bien ça, on sait que ça donne des tumeurs de la peau, si vous voulez. C'est pour ça que les cabines de bronzage qui utilisent des rayonnements de type UV, notamment B, sont absolument à proscrire parce que c'est cancérigène. Je m'étais battu au niveau d'un gouvernement précédent, d'ailleurs, pour cela, au moment de la création de l'Institut du cancer et des plans cancer. Voilà. Donc, c'est le reste qui va nous intéresser. Alors, un point extrêmement important, et qui va tout expliquer, parce qu'il y a tellement de confusion qui est créée, y compris par des gens qui se disent être spécialistes. Nous avons, si vous voulez, un champ magnétique terrestre. Mais ce champ magnétique terrestre naturel, donc, il n'est pas polarisé. Autrement dit, les ondes se font dans tous les sens possibles. C'est-à-dire à 50 degrés, 30 degrés, 50 degrés, 120 degrés, etc. Donc, c'est pas polarisé. Et c'est pas pulsé. C'est un champ continu. Or, si vous voulez, l'organisme a été adapté depuis des millions d'années à ces champs terrestres, et nous avons d'ailleurs des récepteurs qu'on appelle des magnétorécepteurs qui vont tout à fait être sensibles aux champs terrestres naturels, à tel point que la migration des oiseaux, par exemple, s'explique par un magnétorécepteur qui se trouve dans l'œil droit, pas dans le gauche, dans l'œil droit des oiseaux en général, et qui permet aux oiseaux de se diriger non seulement avec la lumière visible, c'est-à-dire le soleil, etc., mais avec des champs électromagnétiques qu'ils récupèrent au niveau de leur œil droit. Parce qu'ils ont des magnétorécepteurs à ce niveau-là. Même chose pour les abeilles. Les abeilles, par exemple, mais même chose pour les bactéries. Les bactéries ont également des récepteurs à champ électromagnétique naturel. Donc, ce qui veut dire, en termes clairs, que nous sommes tous sensibles aux champs électromagnétiques naturels. Par contre, le véritable problème, ce sont les champs électromagnétiques artificiels. Car là, ils ont deux caractères. Le caractère le plus grave en termes de santé, c'est le caractère polarisé. Ça se fait dans une seule direction. Et donc ça, la nature, le vivant n'aime pas du tout, parce que là, les magnétorécepteurs sont plus du tout concernés. Et puis, vous avez le côté pulsé. C'est ce qui se passe dans nos radiofréquences, etc., avec nos téléphones portables. C'est pulsé, c'est-à-dire des trains d'ondes. Ce sont des trains d'ondes, c'est pas du tout un champ continu. Donc, vous voyez bien que là, nous sommes déjà, et c'est un article récent là, qui vient de monter tout aussi, nous sommes déjà avec une distinction fondamentale entre les champs terrestres
Alors, vous verrez quelquefois des géobiologues qui vous diront, oh oui, vous avez, monsieur, madame, vous habitez sur dans une maison qui est sur une faille, etc. Donc, vous avez un champ terrestre augmenté. Non, c'est pas pathogène. Ou c'est en tout cas très peu pathogène. Ce qui est pathogène, c'est-à-dire qui va créer les maladies, ce sont les champs électromagnétiques artificiels, c'est-à-dire qui sont polarisés dans une seule direction et qui sont pulsés avec des trains d'ondes. La suivante. Alors voilà, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Nous avons comme les oiseaux, mais différemment, nous avons des récepteurs, des magnétorécepteurs partout dans notre système nerveux. Dans nos neurones, nous avons la suivante, parce que ça c'est un peu compliqué, nous avons des cristaux de magnémite et de magnétite qui se trouvent, si vous voulez, dans nos neurones, mais également dans les cellules de soutien des neurones, qu'on appelle les astrocytes, des magnétorécepteurs. Nous en avons même dans les cellules qui tapissent nos méninges, c'est-à-dire cette enveloppe qui est autour de notre système nerveux, et donc nous sommes extrêmement sensibles aux champs électromagnétiques, mais essentiellement terrestres. Alors maintenant, est-ce que les champs électromagnétiques artificiels, c'est-à-dire polarisés et pulsés, n'interviennent pas par le biais des magnétosomes? Nous ne le savons pas, mais il est fort possible que peut-être que ces champs électromagnétiques-là détruisent certains magnétosomes et donc nous mettent en situation pathologique. J'entends un téléphone portable, que la personne éteigne son portable, s'il vous plaît. Bon. Donc, nous met en situation pathologique, peut-être par une destruction ou un dysfonctionnement de nos magnétosomes. Les abeilles, par exemple, si vous voulez, on sait pertinemment que les abeilles ne retrouvent pas leur ruche lorsque la ruche est mise sous une ligne à haute tension, par exemple. Les abeilles ne retrouvent pas leur ruche tout simplement parce qu'il y a une perturbation de leur magnétosome naturel, donc des champs magnétiques terrestres. Et tout ceci s'explique maintenant au niveau de la biologie de façon absolument claire et nette pour vous dire que ce que nous faisons avec nos champs électromagnétiques artificiels, eh bien, il y a des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la santé. Alors, je vais pas vous parler des plantes et des animaux. Mon ami Gérard Ledoy, qui fait partie d'ailleurs de la commission de l'ANSES, du groupe de travail de l'ANSES tout à l'heure, et qui, si vous voulez, s'est posé, je ne devrais pas révéler la question, mais enfin n'est pas du tout d'accord avec la façon dont procède l'ANSES. Donc, à un moment donné, il était venu me voir en disant, écoute, je vais m'en aller de ce groupe-là de recherche. Je lui ai dit, non, reste dedans, parce qu'il vaut mieux tout de même essayer de dire la bonne parole à l'intérieur. Bon, nous avons écrit un article ensemble de biologie cellulaire et moléculaire, mais c'est quelqu'un qui travaille sur les plantes, qui a démontré que si vous mettez par exemple des plantes de tomates en présence de champs électromagnétiques, vos tomates ne vont pas se fructifier, vous n'allez jamais arriver aux fruits et il va y avoir même, la plante va pousser en évitant les champs électromagnétiques. Donc vous voyez que le vivant, c'est un ensemble, il n'y a pas que l'homme. Les bactéries, c'est pareil, vous avez des études où vous mettez des bactéries sous la forme d'un champ, les bactéries vont se comporter différemment. Tous les agriculteurs vous diront que si vous avez une ligne à haute tension qui traverse leur pâturage, eh bien les bovidés qu'ils ont ne vont pas mettre bas pour les veaux, ils vont avoir une perte de veaux avec des avortements à répétition ou même des malformations congénitales chez le veau une fois qu'il est né. Donc si vous voulez, les agriculteurs le savent. Mais qui les écoute dans le système, si vous voulez, dans lequel nous vivons aujourd'hui? Bien sûr qu'ils ne sont pas écoutés. Alors moi, je reste dans ce que je vais vous dire ce soir, les cancers, la maladie d'Alzheimer, où là les choses sont absolument démontrées. Et puis je vais vous parler d'électro-hypersensibilité. Alors en insistant sur la très grande vulnérabilité des enfants et adolescents, je dirai pourquoi. Il y a une interprétation physiopathologique scientifiquement établie actuellement. Il y a énormément de données de laboratoire qui permettent d'étayer et de comprendre comment une exposition abusive aux champs électromagnétiques artificiels, bien sûr, va créer ces pathologies. Et puis, le problème de santé publique qui n'est pas résolu, ceci est clair, j'en dirai quelques mots, bien sûr, au cours de ce que je vais vous dire la prochaine. Alors, les cancers, assez rapidement,
parce que c'est tellement évident maintenant. Il y a, si vous voulez, il est clair que lorsqu'on reprend l'ensemble des études de la littérature, qu'il y a un risque leucémogène lié au champ électromagnétique. Alors ça a été absolument démontré pour les lignes, avec les lignes à haute tension. Je vous rappelle que les lignes à haute tension, on est dans le domaine des extrêmement basses et basses fréquences. On n'est pas dans les radiofréquences. Hein. Bon. Alors, là, c'est démontré. La suivante, c'est surtout l'étude de Draper de 2005 qui démontre qu'il y a, si vous habitez à moins de 600 mètres d'une ligne à haute ou très haute tension, le risque de leucémie chez l'enfant est double. C'est-à-dire qu'il y a un risque multiplié par 2 que votre enfant fasse une leucémie. Bon. Et il y a un effet dose. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de la ligne à haute tension, plus l'effet est net, et donc plus la probabilité de faire une leucémie est importante. Alors, Draper m'a dit, mon ami et collègue Philippe Irigaray, qui est d'ailleurs du coin, parce qu'il est basque, m'a dit, Draper est revenu en partie sur ses conclusions. Il semblerait que l'effet dose ne soit pas aussi net que cela. Et en tout cas, à moins de 600 mètres, le risque est double de leucémie. Et lorsque vous êtes à plus de 600 mètres, le risque disparaît pour ce qui est les leucémies de l'enfant. Voilà. Alors, si vous voulez, ça c'est différents rapports qui ont été faits. J'ai été auditionné notamment par Monsieur Daniel Raoul, qui a fait une plaquette sur cela. Il est clair que c'est par ce biais-là que de la cancérologie que j'ai accroché, si vous voulez, l'étude des effets sanitaires des champs électromagnétiques sur l'organisme. Alors, les leucémies, bon, alors, d'accord, bon, il y a d'autres choses. Je vais passer sur ça pour aller directement aux tumeurs du cerveau. Alors là, si vous voulez, on va aller dans les radiofréquences, c'est-à-dire le portable, radiofréquence et hyperfréquence, c'est-à-dire le téléphone portable et le DECT, c'est-à-dire le téléphone sur socle, le téléphone mobile qu'on veut nous imposer en remplacement du téléphone filaire classique. Eh bien là, si vous voulez, pour ce qui est du téléphone portable et du DCT, il est clairement établi que vous avez une augmentation du risque de tumeur du cerveau. Alors, on va comprendre pourquoi. Ce sont des glioblastomes, c'est-à-dire que c'est à partir, non pas des neurones, il n'y a pas de tumeur des neurones, hein, ça n'existe pas. Alors, s'il y en avait un, ce serait vraiment un cas extrêmement exceptionnel. Bon, ça n'existe pas. Et par contre, vous avez les cellules de soutien qu'on appelle des astrocytes ou des cellules de la microglie qui, si vous voulez, peuvent donner des astrocytomes ou des glioblastomes qui sont des tumeurs donc du cerveau. Alors là, le risque, il est, si vous voulez, pour résumer la situation, parce que là c'est assez, vous voyez, il y a des articles un petit peu partout, et pour résumer la situation, il y a, si vous voulez, en gros, si vous avez moins de 20 ans, si vous téléphonez avec un téléphone portable ou un DECT plus d'1 heure par jour avec, et cela pendant 5 ans, vous avez une augmentation du risque de tumeur cérébrale du côté où vous avez utilisé le portable qui est multiplié par 5. Il faut savoir que les tumeurs du cerveau, les glioblastomes, ont une incidence qui est croissante. Alors vous voyez autour de vous les jeunes actuellement qui ont moins de 20 ans, vous voyez utiliser à l'oreille le téléphone portable et vous voyez ce que ça va donner dans les années qui viennent, c'est-à-dire des tumeurs du cerveau du même côté. Bon. Alors, avant-hier, j'étais avec des médecins qui m'ont dit « mais c'est incroyable, on n'est pas au courant de cela ». Ce sont les données statistiques et en France, malheureusement, pour ce qui est de l'épidémiologie, la plupart des études épidémiologiques, on va le voir pour la maladie d'Alzheimer, se font en dehors de notre pays. Et comme on n'a pas d'études françaises ou très peu, circuler, rien à voir. Et donc le corps médical n'est pas informé, ils disent bah, nous on est au courant de rien. Et quand on a, si vous voulez, l'âge de voir quand un médecin
a le nez dans le guidon de ces malades, avec un rôle du généraliste en général qui est énorme, parce qu'ils sont pour 35 heures. Hein. C'est la moyenne nationale, c'est 50 heures par semaine. Bon, avec des vies de famille, ils se privent bien sûr sur les vies de famille. Eh bien, alors, bon... donc, si vous voulez, ils n'ont pas le temps de s'informer. Et n'ayant pas le temps de s'informer, ben, ils ne sont pas au courant. Donc, quand on les interroge, ils ne savent pas. Et ils disent, il n'y a rien de prouvé. Mais la science progresse, elle progresse en dehors de notre pays, malheureusement. Et c'est ça qui est tout à fait regrettable. Nous sommes un pays en décadence. En décadence à tous les niveaux. On voit peut-être le mieux la décadence politique, politicienne, etc. Mais je peux vous dire que on voit la décadence économique avec la dette qui ne fait que croître. Mais en termes scientifiques, nous sommes en décadence. Alors là, quand on entend certains politiciens actuels dire que nous avons le meilleur service de santé et de sécurité sociale du monde, tout ça c'était peut-être vrai il y a 15 ou 20 ans, c'est plus vrai maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes au 14e rang mondial, au 12e ou 14e rang mondial en matière de publications médico-scientifiques en biologie. Donc ça veut dire que nous avons encore quelques prix Nobel, fort heureusement, mais nous sommes vraiment en matière de recherche scientifique. Là, il y a un défi à relever. Et c'est pas un problème d'argent, parce que les chercheurs français sont tout de même financés. Mais où vont les deniers? C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, pas de retour sur investissement en termes de publication, de résultats. La compétition internationale est très très difficile en recherche scientifique, bien sûr. On a des équipes, mais si vous voulez, alors dans certains domaines, il y a bien sûr des exceptions à ce que je dis. L'Institut Pasteur reste, si vous voulez, un organisme extrêmement important au niveau de la recherche. Le CNRS également. Il y a encore des prix Nobel du CNRS, en physique, ça c'est évident, mais même en biologie. Bon, par contre, si vous voulez, le reste, les universités, l'INSERM, sont vraiment, si vous voulez, avec une compétitivité et une efficacité à relever. Alors, l'OMS progresse. Alors, pour ce qui est du cancer, en haut, on sait maintenant que les champs électromagnétiques à basse fréquence ou extrêmement basse fréquence sont cancérigènes. Ça, c'est ce qui a été, vous voyez, ou sont possiblement cancérigènes, groupe 2B. Ça, c'est ce qui remonte à 2002, donc là, il n'y a pas de problème. Ce qui vient d'être plus récemment acté par l'OMS, c'est, en 2013, donc, si vous voulez, les radiofréquences sont également cancérigènes. Donc, c'est les tumeurs du cerveau, les leucémies dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous voulez, mais je travaille avec un Suédois qui s'appelle Lennart Lardell, qui est un des meilleurs épidémiologistes. C'est lui qui a démontré clairement qu'il y avait un lien causal même entre exposition au niveau des radiofréquences, donc les téléphones portables et les DCT, et les tumeurs cérébrales. C'est lui qui a pratiquement, si vous voulez, fait les meilleures études épidémiologiques. Et il me disait, le groupe 2B de l'OMS n'est pas suffisant, c'est pas possiblement cancérigène qu'il faut dire, c'est probablement cancérigène. Et nous avons une réunion le 15 février, donc c'est bientôt, début mars, pardon, à l'OMS, pour justement faire en sorte que l'OMS revienne sur sa classification en 2B pour passer en groupe 2A qui est probablement cancérigène. Et peut-être qu'un jour on arrivera à certainement cancérigène lorsqu'il y aura, si vous voulez, plus de progrès faits dans les recherches. Mais je le répète, la plupart des recherches sont faites à l'étranger, non pas dans notre pays malheureusement. Alors, tout ce qui est en bas, c'est autre chose. Ça concerne l'électro-hypersensibilité avec les évolutions de l'OMS, et c'est là, je suis effectivement dans ce domaine-là mondialement connu, et c'est ceci que nous allons discuter également en début mars prochain à l'OMS pour faire reconnaître l'électro-hypersensibilité comme une affection à part entière, qu'elle soit inscrite dans la classification internationale des maladies, de même que ce qu'on appelle la sensibilité multiple aux produits chimiques, dont je reviendrai, qui est un des versants
comparables à l'électrohypersensibilité et qui concernent des malades qui ont très souvent les deux, soit que ça commence par l'électrosensibilité et ça va vers la sensibilité multiple aux produits chimiques, soit l'inverse. Donc vous voyez, champ électromagnétique et produits chimiques, ça peut être toxique pour le système nerveux. Je vais y revenir. La suivante. Alors l'Alzheimer, là, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a 20 études épidémiologiques, aucune enfance, mais 20 études épidémiologiques qui ont démontré un lien associatif entre une exposition aux extrêmement basses et basses fréquences et l'apparition de maladies d'Alzheimer. Et nous avons des arguments biologiques pour dire que ce lien est causal, notamment des expériences toxicologiques. Donc aujourd'hui, il faut bien retenir que la maladie d'Alzheimer est en partie liée à des champs électromagnétiques de basse ou d'extrêmement basse fréquence. Ceci, c'est 20 études épidémiologiques avec ce qui est encadré, la méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a repris l'ensemble de ces 20 études épidémiologiques, ça ne fait aucun doute. On ne pourra pas aller plus loin en matière de recherche pour, si vous voulez, dire que les champs électromagnétiques induisent la maladie d'Alzheimer. Reste, comme pour le cancer, les radiofréquences. Eh bien, nous apportons des arguments, certes encore indirects, qui ne sont pas épidémiologiques, pour dire que le téléphone portable, utilisé de façon abusive, ou les deux c'était utilisé de façon abusive, la Wi-Fi, etc., peuvent également donner des maladies d'Alzheimer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a au niveau de l'électrohypersensibilité. Tous les malades, pratiquement, ont des troubles cognitifs majeurs. Je vais y revenir. Donc ça veut dire que là, il y a encore un point d'interrogation scientifique, il y a une zone d'ombre encore, mais il y a une probabilité extrême que l'utilisation abusive du téléphone portable et du DECT, notamment chez les jeunes, puisse, si vous voulez, se traduire par l'apparition progressivement d'une maladie d'Alzheimer. La suivante. L'hypofertilité et la fertilité. Alors ça, si vous voulez, c'est encore du domaine, ça c'est du domaine, c'est une zone d'ombre. Oui, probablement, mais ce n'est pas démontré. Pour ce qui est de l'hypofécondité, c'est largement possible, notamment, en tout cas, j'ai vu plusieurs cas d'une personne qui avait utilisé son ordinateur sur les genoux, en permanence. Il est démontré aussi maintenant qu'il y a une augmentation des avortements spontanés chez les femmes lorsqu'elles utilisent un portable sur les genoux. C'est deux choses qui sont actuellement avec des preuves qui commencent à exister, mais qui ne sont pas encore des quasi-certitudes scientifiques. C'est pour ça que je reste très prudent là, mais en tout cas la précaution qui s'impose de jamais utiliser un ordinateur, d'autant plus s'il est connecté en Wi-Fi, sur les genoux. Et sur les genoux, et jamais dans un mobile, dans un train ou dans une voiture, bien sûr. La suivante, on va avancer. Alors là, si vous voulez, c'est la troisième partie, c'est la partie que je connais le mieux, bien qu'ayant travaillé sur les cancers beaucoup avec mon ami Ardel, c'est maintenant là quelque chose qu'on doit véritablement à l'ARTAC. Alors à l'ARTAC, si un certain nombre d'entre vous vous inscrivez, vous aurez le bulletin qui concerne le cancer, parce que comme son nom l'indique, c'est essentiellement travaillant sur le cancer, avec d'ailleurs un test de dépistage qui fait l'objet maintenant d'un brevet, enfin qui est sur la voie de faire l'objet d'un brevet international. Et essentiellement, il y a joint au bulletin une lettre, la lettre pour les électro-hypersensibles, si vous voulez, pour faire état de tous les travaux que nous faisons sur l'électro-hypersensibilité. C'est essentiellement en France que nous faisons ces travaux-là, mais ça se fait également au travers d'un institut que nous avons créé, qui est l'Institut de recherche sur les maladies de l'environnement, qui est à Bruxelles, qui s'appelle l'ESRI, et qui donc s'occupe plus particulièrement également au niveau international de l'électro-hypersensibilité. Alors, ça c'est un petit peu difficile à bien comprendre, et là il faut lutter contre les confusions qui existent, y compris au niveau de certains médecins.
il faut distinguer l'intolérance. L'intolérance, c'est les symptômes que vous avez sans forcément être électro-hypersensible. L'électrocution, par exemple. À l'électrocution, vous allez avoir des symptômes, comme un coup de soleil, des brûlures, etc., puis des arrêts cardiaques éventuels. Donc, il y a tous des symptômes cliniques et biologiques. Quand vous êtes dans un champ électromagnétique important, vous avez des symptômes. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, que vous êtes électro-hypersensible. Je vais y venir tout de suite. Vous êtes intolérant. Vous ne tolérez pas les champs électromagnétiques. Mais ça, je vous ai expliqué pourquoi et comment, parce qu'ils sont polarisés et pulsés. Et puis vous avez la sensibilité. Là, c'est tout autre chose. Il y a ce qu'on appelle un abaissement du seuil de tolérance. Autrement dit, vous allez être intolérant, donc présenter des symptômes cliniques et biologiques pour des intensités extrêmement faibles de champs électromagnétiques. Et donc, ça veut dire que ça va expliquer que ces électro-hypersensibles, tous les opérateurs, tout le monde rigole parce que ils se disent non, regardez-moi, ils sont hypersensibles alors que ils sont sensibles aux champs électromagnétiques. Mais tout ça, c'est dans la tête, puisque moi, je suis à côté et je tolère tout à fait bien ces champs électromagnétiques. Mais eux, ils ont eu une anomalie particulière qui a fait que dans leur système nerveux, nous allons voir, ils ont un abaissement du seuil de tolérance. Et par ailleurs, ils ont une extension de leur intolérance à l'ensemble du spectre électromagnétique. Autrement dit, ça peut commencer par une intolérance aux radiofréquences sans concerner les extrêmement basses et basses fréquences. Et puis, au fur et à mesure de la progression de la maladie, ça va concerner y compris les extrêmement basses ou basses fréquences. Ou ça peut commencer par les extrêmement basses et basses fréquences, aller aux radiofréquences, jusqu'à la lumière visible. J'ai dans ma série de 1500 cas, 3 cas de personnes qui sont devenues aveugles. C'est des cannes blanches. Ils ne peuvent plus tolérer la lumière visible, donc le soleil. Quand ils sortent dans la rue, au début, c'est les néons qui ne tolèrent plus, mais à la fin, c'est la lumière visible. Ce sont de véritables cannes blanches. J'ai vu une jeune femme de Marseille qui avait un bandeau sur les yeux, tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas tolérer, si vous voulez, la lumière du soleil. Donc, voilà, nous en sommes, sachant que, je répète, la lumière du soleil, c'est un champ électromagnétique. Alors, à distinguer la susceptibilité, la question étant pourquoi certains deviennent électro-hypersensibles dans des conditions presque identiques, quasi identiques, et d'autres pas. Ça, c'est la susceptibilité. C'est-à-dire que là, il y a non seulement l'environnement qui existe, mais il va y avoir aussi la réponse de l'organisme. Et cette réponse de l'organisme, elle a 2 volants. Génétique, les gènes, certains ont des gènes de susceptibilité aux champs électromagnétiques. On ne les connaît pas encore. Mais il y a des familles où dans la famille, on retrouve une susceptibilité aux champs électromagnétique sous forme notamment soit d'une photophobie, soit une photophobie, c'est une intolérance à la lumière du soleil notamment, ou si vous voulez une véritable électro-hypersensibilité, et ça se transmet. Alors on ne sait pas encore bien comment ça se passe, bien sûr. Et deuxième volet, ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors là, c'est extrêmement important. Nous sommes à la veille d'une révolution médicale extraordinaire, aussi importante que, si vous voulez, je dis que c'est une révolution copernicienne parce que c'est aussi important que le séisme déclenché par Copernic qui disait, puis entretenu par Galilée après, qui disait, ben non, la Terre, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre comme on pouvait le voir en se levant le matin puis en se couchant le soir. Non, pas du tout. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Eh bien, en médecine, cette révolution épigénétique est absolument énorme. D'ailleurs, mon prochain bouquin va s'intituler « La révolution épigénétique ». Enfin, il y en aura un sur d'abord les champs électromagnétiques, mais il y en aura un autre sur la révolution épigénétique. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai été, après ce livre-là, j'explique ce que c'est que la révolution épigénétique déjà dans ce livre, mais c'est après ce livre, les gens de l'Académie des sciences m'ont demandé justement de venir, etc. Et donc, il y a des contacts qui ont été pris justement sur cet aspect-là. Alors, je répète, l'électro-hypersensibilité, abaissement du seuil de tolérance, extension progressive à l'ensemble du spectre électromagnétique, sachant que
j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que l'épigénétique. Enfin, en 2 mots, c'est la façon dont fonctionnent nos gènes. Mais j'expliquerai ça après. Alors ça, c'est l'article qu'on a publié dans une revue ça date déjà de 2015. Cet article-là a fait tout de même le tour du monde. Il n'y a qu'en France qu'il n'est pas accepté. Bon, j'y peux rien. C'est ce qui, en tout cas, si vous voulez, me met, comment dirais-je, vis-à-vis de l'ANSES en opposition vis-à-vis de l'ANSES, parce que manifestement les critiques qui sont formulées, la vocation d'un scientifique, c'est d'accepter les critiques. Ça, c'est clair. Le doute méthodique, c'est ce que Descartes disait. Mais, si vous voulez, quand les choses ont déjà été revues par des scientifiques, parce qu'avant cet article-là, pour être accepté, il a déjà été corrigé par des scientifiques. Parce qu'on n'a jamais, si vous voulez, le premier jet correct. Donc, voilà. Il a été accepté par 2 experts internationaux, et plusieurs experts internationaux, mais 2 reviewers en particulier, et donc là, l'ANSES n'a aucune compétence, enfin, le groupe de travail de l'ANSES n'a aucune compétence et il critique. Alors, pour créer un peu plus de confusion, bien sûr, dans les médias et dans le public. La suivante. Alors, vous voyez, à l'époque, c'était 1216 cas, c'est la plus grande série mondiale. Alors, ce qui est très très important, il y a 2 choses. Premièrement, il y avait 521 cas d'électrohypersensibilité, 52 MCS. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 52 cas de MCS, c'est ce qu'on appelle la Multiple Chemical Sensitivity, sensibilité multiple aux produits chimiques. Alors, cette sensibilité se définit exactement comme pour l'électrohypersensibilité. Autrement dit, ce sont des sujets qui ont un abaissement du seuil de tolérance aux produits chimiques. C'est-à-dire que si vous avez les produits chimiques, si vous voulez, parviennent à notre organisme sous forme de molécules volatiles. Bon, eh bien, ces produits chimiques, quand vous les respirez, ça va, si vous voulez, c'est l'odeur que vous allez avoir. Ben, ces sujets-là, ils ne tolèrent pas les odeurs qui, si vous voulez, sont tolérées par la plupart des gens. Autrement dit, par exemple, vous les mettez en contact de formol ou de l'eau de Javel, tenez par exemple, eh bien l'eau de Javel, ils ont des maux de tête tout de suite, ils ont une irritation dans la bouche, etc. Ils ont des démangeaisons, quelquefois des oppressions respiratoires, des oppressions thoraciques avec des insuffisances respiratoires. Quelques-uns peuvent déclencher des véritables crises d'asthme. Bon, donc si vous voulez, et en plus ça s'étend à tous les produits chimiques, comme pour le spectre électromagnétique. Donc c'est non seulement l'abaissement du seuil de tolérance, mais à tous les produits chimiques. Donc la qualité de vie de ces malades est absolument pas bonne. Ils ne peuvent plus vivre que laver le linge et se laver eux-mêmes avec du savon de Marseille, ça ils tolèrent à peu près, et avec du vinaigre blanc pour, si vous voulez, comme produit de nettoyage. Bon, eh bien, vous voyez que 154 cas, ils ont les deux. Ils ont à la fois l'électrosensibilité et si vous voulez, la sensibilité aux produits chimiques. C'est ce que nous avons démontré dans notre article. C'est-à-dire que soit vous commencez par l'intolérance, la sensibilité aux produits chimiques, et vous évoluez vers l'hypersensibilité au champ électromagnétique, soit c'est l'inverse. Ils finissent par avoir les deux. Alors le point important, quel que soit le type de sensibilité, et a fortiori c'est additionné, les femmes sont 2 fois plus sensibles, 2 fois plus souvent atteintes de ces hypersensibilités. Donc là, on est dans une susceptibilité qui est liée au sexe. Les femmes sont beaucoup plus vulnérables à cette nouvelle pathologie. Voilà, donc là, ça résume ce que je viens de vous dire. Vous voyez que le sexe ratio, c'est-à-dire le nombre de femmes sur le nombre d'hommes, vous voyez, c'est en bas, 66% de femmes, 65% de femmes, 76% de femmes comparé aux hommes. Donc c'est vraiment les femmes qui sont les plus touchées par cette pathologie. La suivante. Voilà, alors nous avons défini, nous sommes en train de publier l'étude clinique qui concerne cette pathologie.
il y a une phase de début. C'est surtout douleur-chaleur au niveau d'une oreille pour les gens qui utilisent un portable, ou les fourmillements qui apparaissent dans la main qui tient la souris de l'ordinateur, des maux de tête très rapidement, et si vous voulez, surtout, alors des troubles de la sensibilité superficielle et profonde, c'est des gens qui perdent l'équilibre, quelquefois même ça peut conduire à des chutes, et puis surtout des troubles cognitifs, perte de mémoire immédiate et troubles de l'attention, de la concentration. Et ça, c'est pratiquement constant. Et donc, si vous voulez, là, on est dans une affection neurologique, c'est clair et net. Et si vous voulez, c'est ce qui fait toute la gravité de ce type d'affection, avec possibilité d'Alzheimer qui existe. J'ai un Alzheimer qui ne va pas survenir à 70 ou 80 ans, qui va survenir à 15 ans ou à 20 ans ou à 30 ans. Je vois des états d'Alzheimer chez les adolescents actuellement, c'est-à-dire des gamins et qui, par exemple, viennent à ma consultation tenue. J'en ai un de 15 ans qui est venu, ça m'a révolutionné à l'époque. Il avait dormi 3 ou 4 ans avec son portable, un téléphone portable allumé sous son oreiller, et il est venu et il ne pouvait plus trouver la porte de sortie du cabinet de consultation. Donc tout simplement, s'il y avait eu la mère, il se heurtait au mur, etc. Puis la mère me disant, il fait pipi dans la baignoire, est-ce que vous croyez que c'est normal, docteur? C'est des troubles du comportement majeurs. J'ai des cas je dirais, d'état minimum pré-Alzheimer, mais ou Alzheimer apparenté, chez des adolescents qui ont eu 3 ans de babyphone après la naissance. C'est absolument le babyphone doit être absolument prohibé et contre-indiqué, avec notamment une gamine qui a 14 ans, ne savait pas encore lire, était dyslexique, dysgraphique, et rendez-vous compte pour l'aider, l'éducation nationale lui a dit, écoutez, puisqu'elle ne sait pas bien écrire elle-même, on va lui passer un ordinateur de façon à ce qu'elle puisse mieux écrire. Non, mais c'est la vérité. Et le garçon, 15 ans, qui avait eu aussi ses 3 ans de babyphone, lui, il avait été jusqu'à la 3e. Bon, il va devenir pompier, mais il ne pouvait pas aller au-delà. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les troubles cognitifs et la baisse de QI qui est constatée après les États-Unis en France, et qui concerne les adolescents, est bien réel. Et donc, que vont devenir ces jeunes qui sont autour de leur ordinateur avec des véritables addictions l'ordinateur? Vous avez des jeunes qui tapotent leur ordinateur jusqu'à minuit, 1h du matin, et puis qui ne suivent pas bien leurs cours, leur classe, etc., ou qui, si vous voulez, téléphonent avec l'ordinateur, avec le téléphone portable plusieurs heures par jour. Donc ceci, c'est ce qui existe en pratique. Et l'étude qui a été faite à Saintes, si vous voulez, qui est pas loin de chez vous, chez des gamins de 3e, seconde, première, où il y avait, et la moyenne, c'était fait par les professeurs du lycée ou collège, je ne sais plus, 200 CMS par jour. La moyenne était à 200 SMS par jour, sous les tables. Donc il est clair que là, il y a un problème si vous voulez, d'éducation et de reprise en main des jeunes. Alors, si l'éducation nationale n'a pas compris, puisque maintenant ils mettent des tablettes partout, la Wi-Fi partout, il faut que les parents et grands-parents relèvent le défi. Alors, phase inaugurale, phase d'état, une triade, insomnie, fatigue, dépression. Oui, c'est des malades qui sont... ils dorment pas. Il peut y avoir des nuits blanches, ils ne dorment absolument pas, ou 5 heures. Là, je sais pas, on n'a pas encore bien calculé la moyenne, mais il y a des troubles du sommeil, ça c'est clair. Quand vous ne dormez pas, vous êtes fatigué. C'est une fatigue matinale, c'est-à-dire que le sommeil n'est pas réparateur. Et ça conduit à une dépression, parce qu'il y a quelquefois un épuisement physique, donc la fatigue, mais auquel va s'ajouter, qui conduit à une dépression, mais à laquelle va s'ajouter
le refus du corps médical. Autrement dit, comme les médecins ne connaissent pas cette pathologie, ils vont dire, mais vous avez tout dans la tête. Et ils envoient en consultation de psychiatrie, ce qui est absolument une erreur, car ces malades sont absolument conscients, lucides de leur état. Il y a des formes psychiatriques, c'est vrai, mais là, on côtoie la maladie d'Alzheimer, mais avant que cette maladie d'Alzheimer arrive, les sujets sont tout à fait normaux et ont une pathologie qu'il va falloir traiter. Voilà, alors je vais passer sur ça. Alors, il y a des critères cliniques, mais c'est insuffisant. Donc il a fallu mettre au point des critères objectifs. Alors je vais y insister un peu, mais passer assez vite parce que c'est très compliqué. Voilà, l'histamine. Dans 40% des cas, il y a un taux d'histamine qui est augmenté chez ces patients. Ça, c'est ce que nous avons publié également. Donc ça veut dire que ce n'est pas des maladies psychosomatiques ni psychiatriques. Il y a vraiment des marqueurs chez ces malades-là. Ce que je suis en train de venir vous dire ce soir, pour cette nouvelle pathologie, ce sera reconnu dans les années qui viennent. Tout le monde, tout le corps médical vous dira, bah oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème, etc. Quand Pasteur a dit, du temps de Pasteur, les gens du corps médical disaient, oh, quand on lit la littérature de l'époque, le corps médical ne croyait pas du tout que c'était des microbes qui pouvaient expliquer les infections. Et les chirurgiens disaient, les chirurgiens qui ne prenaient aucune méthode, avant qu'on découvre la sepsie, aucune méthode, si vous voulez, pour mettre un champ stérile, etc., faire tout pour éviter une infection, eh bien, il disait, moi, avec mon bistouri, s'il y a une bactérie qui est là, je la coupe en deux, et donc elle est morte. Donc, tout ceci, c'est des gadgets stupides qui n'expliquent pas la réalité, mais maintenant, qui douterait un seul instant que les infections ne soient pas liées à des microbes? Eh bien, là, ce sera la même chose ici. La suivante. Voilà, alors, deux points très importants, ces deux marqueurs-là que nous avons mis en évidence, la protéinase 100B et ce qu'on appelle la nitrotyrosine. Ce sont deux marqueurs qui vont de stress oxydant, c'est-à-dire qui témoignent d'une souffrance cellulaire et avec ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Alors c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est-à-dire que normalement nous avons notre cerveau, nos neurones, ils sont isolés par rapport au sang qui circule dans nos artères. Tout simplement parce que, si vous voulez, quand il y a des produits toxiques dans notre sang, qui est passé la barrière intestinale, etc., si ça va au cerveau, ces produits toxiques, ils peuvent faire des dégâts. La nature a bien fait les choses. Il y a, si vous voulez, une paroi vasculaire et une paroi également cérébrale qui isole le sang pollué des neurones pour les protéger. Voilà, cette barrière est rompue ici. Quand vous avez une augmentation de l'un ou l'autre de ces deux marqueurs, eh bien, ça veut dire qu'il y a une ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Donc, chez les malades qui viennent me voir en consultation, lorsqu'il y a une augmentation de ces deux marqueurs, je leur dis tout simplement, écoutez, faites très attention, il va falloir corriger cette barrière par un traitement, de façon à ce que les produits chimiques que vous avez malheureusement dans votre sang n'arrivent pas jusqu'à votre cerveau. Alors, qui ouvre cette barrière? C'est essentiellement les champs électromagnétiques, également certains produits chimiques par voie nasale, mais ça, je ne vais pas vous en parler. Et si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la barrière est augmentée, est ouverte, à ce moment-là, elle va amplifier, si vous voulez, l'inflammation, tout simplement parce que les cellules du sang passent au niveau du cerveau et vont créer ce qu'on appelle une neuroinflammation qui explique les symptômes que présentent les malades. Donc on a maintenant une explication assez claire. On va passer sur ça. Voilà, ça c'est un résumé de tout ce qu'on a trouvé au niveau des marqueurs biologiques. Il y a une chose importante, c'est la mélatonine. On a un début d'explication des troubles du sommeil, car la mélatonine, si vous voulez, est tout à fait qu'on trouve dans les urines, enfin, les dérivés de la mélatonine qu'on trouve dans les urines sont diminués, parce que cette mélatonine, qui est une hormone, vous savez, c'est l'hormone du sommeil, l'hormone qu'on a du décalage horaire aussi. Et donc, quand vous voyagez en avion, il faut prendre de la mélatonine pour être sûr que vous n'allez pas avoir une fatigue liée au décalage horaire. Eh bien, cette mélatonine a aussi des propriétés antioxydantes, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre le stress chimique induit par les champs électromagnétiques, et donc à ce moment-là, elle est consommée en grande quantité, ce qui veut dire que quand vous avez une diminution
de ce rapport dérivé de mélatonine sur créatinine, cela veut dire que votre organisme est soumis à un stress qu'on appelle un stress oxydant. La suivante. Voilà, alors, les examens d'imagerie habituels, l'IRM, etc., le scanner, c'est normaux tout ça. Il va falloir donc trouver, si vous voulez, d'autres moyens d'imagerie pour essayer de comprendre la maladie. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes servis d'une découverte française, Limoges, un ingénieur qui a mis au point une machine absolument importante qui, si vous voulez, qu'on a utilisée. Malheureusement, il y a eu des problèmes de brevet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bouffés le nez pour des problèmes de gros sous. Les neurologues français, donc le corps médical, n'a pas voulu reconnaître cet examen tout simple, qui est l'appareil est tout de même agréé par la sécurité sociale, mais ça n'a pas été reconnu par, si vous voulez, l'intelligentsia neurologique française, ce qui fait que l'industriel a arrêté la fabrication de cet appareil, et ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul appareil, à ma connaissance, qui fonctionne, il est à Paris, donc les malades sont obligés de venir à Paris pour faire cet examen qui est absolument clé pour le diagnostic de la maladie. Voilà, alors, il y a un ordinateur, il y a des ultrasons, et ça explore les lobes temporaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'écho-Doppler, là c'est un peu de physique, bon, mais c'est simple à comprendre. Vous avez une émission d'un ultrason, et si l'ultrason rencontre une structure solide, par exemple un globule rouge dans un vaisseau, il va y avoir, l'onde va se réfléchir. Et on va analyser cette réflexion. Maintenant, s'il n'y a rien dans les vaisseaux, s'il n'y a pas de globule rouge, il n'y a aucune réflexion qui va avoir lieu. C'est ça. Le principe, il est extrêmement simple. Et on fait ça pour les lobes temporaux à droite et à gauche. Je vais vous donner des exemples. La suivante. Voilà. Alors, on va modifier l'intensité de l'émission d'ultrasons, c'est-à-dire que on va avoir des intensités faibles qui vont arriver en surface. Si vous voyez la peau, l'os, ça va arriver là en surface. Donc, on aura un certain nombre de réflexions là, à ce moment-là. Puis, on va augmenter l'intensité de la source émettrice et vous allez gagner la profondeur avec un certain nombre de zones qui ont été individualisées. Alors, on va la suivante. Vous avez ici en haut un spectre normal. Si vous voulez, vous voyez que en haut, c'est le lobe temporal droit. À gauche, c'est le lobe temporal droit. À gauche, c'est le lobe temporal droit. Et à droite, c'est le lobe temporal gauche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de violet ici, ou de rouge foncé ou marron. Ça passe très largement. Vous voyez que les spectres à droite, les ondes, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des globules rouges dans les vaisseaux. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est le flux sanguin au niveau du cerveau. Et puis, ici, chez un électro-hypersensible, vous avez du bleu, du jaune ou du vert, enfin bon, et vous voyez qu'il n'y a plus d'ondes qui passent. Donc, ça veut dire que là, vous avez une diminution du flux sanguin. Donc, ce que nous avons découvert, c'est que chez les électro-hypersensibles, il y a un déficit du flux sanguin dans les lobes temporaux, droit et gauche, ou droit ou gauche, cela dépend des cas. En général, c'est les deux. Et donc, c'est ça qu'il va falloir traiter. C'est un indice, d'abord, diagnostique, mais c'est pas spécifique. La suivante, voilà, c'est pas spécifique, parce qu'on trouve exactement le même spectre chez les maladies d'Alzheimer. La seule différence, c'est que chez les électro-hypersensibles, c'est réversible sous traitement, alors que dans le cas des atrophies corticales ou sous-corticales, notamment de l'Alzheimer, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à récupérer. Mais ça se comprend très bien. Dans l'Alzheimer, la définition d'Alzheimer, c'est des neurones qui sont morts. Il y a une destruction des neurones. Et le point le plus important, je vais le signer dans un instant, c'est que ça commence exactement au même endroit que l'électro-hypersensibilité. Je vais en parler. Voilà. Alors, sur ce scan en bas d'électro-hypersensibilité, vous voyez que les zones bleues concernent
une zone particulière qui est l'aire capsulothalamique, c'est-à-dire qui va comprendre une partie du système limbique et un noyau thalamique qui, lui, concerne les voies de la sensibilité superficielle et profonde. C'est un peu compliqué tout ça, mais ce qu'il y a d'important, c'est que la baisse de flux vasculaire qu'on constate chez les électro-hypersensibles correspond exactement à l'endroit où commence la maladie d'Alzheimer. Voilà. La suivante. Voilà, la suivante, voilà. Alors, l'évolution actuelle d'un Alzheimer, si vous voulez, d'un électro-hypersensible, c'est la suivante. Si la personne n'a pas un sevrage électromagnétique complet, ne se fait pas traiter, elle a de grandes chances d'évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Alzheimer ou alors maladie de Parkinson ou une sclérose en plaques. Bon, des maladies neurologiques. Si maintenant elle se fait traiter tout de suite, on évite un Alzheimer. Mais cette personne ne récupérera un mode de vie presque normal que si, associé au traitement, il y a un sevrage électromagnétique le plus complet possible. C'est-à-dire plus de portable, plus de DECT, plus de Wi-Fi, vérifier que les lignes de terre sont bien en place dans l'installation électrique, éventuellement donc transformer son lieu de vie en cage de Faraday, je vais y revenir, et puis se protéger des champs électromagnétiques au plan vestimentaire. Ceci est essentiel. Alors, les risques chez les enfants, voilà. Voilà ce qui se passe. Quand il y a un crâne d'enfant ou d'adolescent même, si vous voulez, il est évident que la dimension du crâne est beaucoup plus petite par rapport à un adulte et que si vous mettez un portable ou un DECT au contact si vous voulez, de l'oreille, il va y avoir une plus grande surface du cerveau qui va être atteinte. Ici, c'est de la chaleur. Je vous ai dit tout à l'heure que même les radiofréquences augmentait de 1 à 2 degrés la chaleur, donc sont thermogènes. Donc il est clair que les dégâts sont beaucoup plus importants chez les enfants, ça c'est évident. La suivante. Voilà, donc ça, il y a des articles bien sûr, je ne vais pas y entrer, mais disons que, y compris les femmes enceintes, il est clair que les femmes enceintes ne doivent pas utiliser le moins possible de téléphone portable, ne doivent certainement pas faire d'ordinateur avec Wi-Fi, et encore, à mon avis, ne plus faire d'ordinateur à partir du 3e mois. Bon, ça, c'est des symptômes pointus chez les adolescents. On passe. La physiopathologie, on va aller assez vite. Pour le cancer, on a les mécanismes d'action. C'est ce qu'on appelle essentiellement des mécanismes épigénétiques, enfin les radicaux libres. Ça, c'est un petit peu compliqué, donc je vais passer, mais c'est un petit peu ce que je vous disais avec le stress oxydant, c'est-à-dire que sous l'effet des champs électromagnétiques, vous avez une fabrication de radicaux moléculaires qui sont extrêmement toxiques, qui vont aller détruire les structures de la cellule et faire des mutations au niveau de l'ADN, l'ADN qui est dans nos cellules, dans notre noyau cellulaire, et faire des mutations, c'est-à-dire vous savez que l'ADN c'est bourré de gènes qui sont disposés de façon linéaire et que ces gènes c'est des microprocesseurs. Et bien quand vous avez des radicaux libres qui arrivent au niveau de ces microprocesseurs, ça déstructure ces microprocesseurs qui sont plus capables de fonctionner, ce qu'on appelle une mutation. Donc ça on sait bien que ça existe. Donc l'épigénétique, c'est que ces radicaux libres peuvent aussi modifier la façon dont fonctionnent les gènes. Et c'est ça qui est très important, c'est que jusqu'à maintenant, on pensait que l'origine des maladies était écrite dans l'ADN de nos cellules. Maintenant, on sait que c'est dans l'épigénome. L'épigénome, c'est au niveau de la membrane, du cytoplasme, autour de l'ADN dans le noyau. Il y a des protéines. Et c'est ces protéines-là qui sont modifiées par les champs électromagnétiques ou les produits chimiques qui vont créer ce qu'on appelle des épimutations qui vont déréguler l'expression des gènes, c'est-à-dire le fonctionnement des gènes et induire de l'inflammation. Les gènes, une fois qu'ils ont, si vous voulez, été dérégulés, ils vont fabriquer de l'inflammation et donc les maladies
en question, l'électrohypersensibilité, mais le cancer aussi, puis toute la pathologie, l'Alzheimer, c'est une neuroinflammation, l'Alzheimer. Les destructions des neurones se fait par le biais d'une neuroinflammation. Bon, il y a d'autres... voilà, alors, ça augmente les champs électromagnétiques, augmente la gliose cérébrale, c'est-à-dire la microglie notamment, et c'est à partir de cette gliose cérébrale que va naître, malheureusement, le glioblastome, c'est-à-dire le cancer. Et ça, on connaît parfaitement, si vous voulez ce qui se passe. Ça augmente la barrière hémato-encéphalique, donc comme je vous l'ai dit, et donc ça va faire que la neuroinflammation va augmenter parce que les cellules vont passer, les cellules inflammatoires vont passer dans le cerveau. La suivante. Voilà. Alors, il y a des arguments, si vous voulez, pour dire que c'est lié, c'est des arguments indirects. Hein. Alors, premièrement, ces malades-là n'ont aucune pathologie connue, donc il faut bien trouver une cause. Les malades vous disent clairement que leurs symptômes surviennent lorsqu'ils sont en présence d'une source électromagnétique qui circonscrivent d'ailleurs, hein, pas toujours, mais souvent. Et puis, ils vous diront tous que quand ils vont dans une zone blanche, c'est-à-dire à la campagne par exemple, là ou en montagne, lorsqu'il n'y a pas de ligne à haute tension, d'antenne relais, etc., ils vont beaucoup mieux. Bon, donc ça, on peut nier ce que disent les malades, mais dire que ce sont des fous comme certains le prétendent, c'est, si vous voulez, transgresser le serment d'Hippocrate, qui est d'abord de comprendre. Pour faire de la médecine, il faut d'abord comprendre, et avoir une opinion en médecine, il faut d'abord comprendre scientifiquement ce que les malades ont. Corrélation des symptômes cliniques avec l'imagerie et la biologie, donc il est évident que là, on a une explication physiopathologique. Voilà, et un point très important, les anomalies qu'on a pu mettre en évidence chez l'homme, je ne vous ai pas tout dit, c'est exactement les mêmes qu'on trouve lorsqu'on irradie des rats avec un GSM ou un smartphone. C'est exactement les mêmes maladies. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne m'étais pas trop cassé la tête. J'ai repris exactement, en les appliquant à l'homme, les résultats qui étaient expérimentalement acquis chez l'animal. Et au fond, alors maintenant, il y a des détracteurs qui vous diront, oui, mais il n'y a aucune étude épidémiologique, il y a des études épidémiologiques et surtout les tests de provocation qui démontrent qu'il n'y a aucun effet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre ils ont commencé par prendre des sujets normaux qu'ils ont mis en contact d'un champ électromagnétique, mais sans que le malade le sache. Et donc, les malades se sont trompés. Ils ne savaient pas reconnaître le moment où il y avait une exposition à un champ électromagnétique par rapport au moment où il n'y en avait pas. Bon. Là, la réponse est claire, c'est qu'il n'y a pas, ce sont des sujets normaux, ils n'ont pas d'électrohypersensibilité, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'abaissement de seuil de tolérance. Donc on a repris des sujets électrohypersensibles, on a fait la même expérience, et là encore, il y a quelques études positives et des études négatives, mais c'est oublier que ces malades-là, ils ont des troubles cognitifs qui permettent ils ont une perte de mémoire, ils ont des troubles de l'attention, de la concentration, certains même ne sont incapables de lire, si vous voulez. Hein. Moi, j'ai des malades que j'ai vus, ils ne peuvent plus lire. Donc ça veut dire que là encore ces expériences sont très critiquables et donc il y a des arguments pour dire que c'est lié au champ électromagnétique. La suivante. Voilà, alors c'est surtout la téléphonie mobile et si vous voulez, les DECT qui sont impliqués. C'est même plus que 50% maintenant, c'est peut-être 60 ou 70%. La Wi-Fi aussi, bien sûr. Les antennes relais, que 10%. Autrement dit, il faut bien distinguer les causes des conséquences. Dans notre série, en tout cas, le pylône antenne relais cause d'une électrohypersensibilité, c'est, si vous voulez, à peu près 10% des cas. Maintenant, il y a l'induction de cancer qui est possible, c'est encore critiqué, mais c'est possible. Voilà. Donc, et puis le reste, 20%. Donc, c'est surtout actuellement la téléphonie mobile qui est avec, si vous voulez, ce contact près du cerveau qui fait que il y a des mesures à prendre et ces mesures, on connaît les solutions de ces mesures, il faut les mettre en application. La suivante, voilà, alors ça c'est, on va passer,
Voilà, alors l'hypothèse limbique, c'est la plus probable, c'est-à-dire que c'est au niveau de cette, si vous voulez, du système limbique, qui est le centre de l'émotion et le centre de la mémoire, que tout se joue. Et donc l'interprétation qu'on a, c'est qu'il y a une neuroinflammation à ce niveau-là, qui explique les symptômes et qui concerne également le thalamus, puisqu'il y a des troubles de la sensibilité superficielle et profonde, comme je vous l'ai dit. La suivante. Alors le traitement, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc il faut faire les tests d'abord et tenir compte de ce qu'on a constaté. D'abord, si vous voulez, des anti-inflammatoires pour lutter contre le flux vasculaire sanguin qui est diminué. Et donc là, il y a deux produits qui sont absolument indispensables, la papaye fermentée et ginkgo biloba, qui revivent des vies nouvelles, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'il y a un problème de dose pour ginkgo et de présentation. Les comprimés de ginkgo biloba ne marchent pas, il faut prendre du Tanacan et c'est liquide, parce que les comprimés passent moins bien la barrière intestinale que les liquides. Mais en tout cas, il faut associer les deux, c'est ce qu'il y a de meilleur actuellement pour lutter contre cette hypoperfusion cérébrale. Quand il y a un taux d'histamine élevé dans le sang, il faut donner des antihistaminiques. Le meilleur antihistamique, c'est la polaramine. Des antioxydants, bien sûr, des vitamines, surtout les vitamines du groupe B, B1, B2, B6. Et bien sûr, ce traitement va restaurer très souvent, en tout cas en l'absence de maladie d'Alzheimer, ça va restaurer une vascularisation quasi normale au niveau de l'écho-doppler que nous faisons. Par contre, si vous voulez, l'électrohypersensibilité va persister. Donc les symptômes d'intolérance vont diminuer. Par contre, l'électrohypersensibilité, c'est-à-dire la vulnérabilité aux ondes, mais avec des symptômes diminués, une épine douloureuse au niveau du cerveau, c'est plus de maux de tête comme avant, un sentiment un petit peu de picotement dans un membre, dans un bras, bon, ça va toujours persister. Et donc il faudra y associer, si vous voulez, un sevrage électromagnétique. Et d'ailleurs, les véritables guérisons, j'ai à peu près dans ma série 5% de guérison complète, c'est parce qu'il y a à peu près 60% de bonnes réponses cliniques, c'est-à-dire avec retour presque à la normale, si vous voulez, d'une vie presque normale, enfin protégée mais presque normale. Bon, il faut, si vous voulez, agir sur ce sevrage électromagnétique est important. Alors comment on le fait, c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, le problème des alliages en bouche, ça c'est essentiel. Ça fait antenne. Quand vous avez du mercure ou du cuivre ou un métal en bouche ou du titane avec les implants, ça fait antenne. Et donc, ça veut dire quoi, faire antenne? Ça veut dire que ça va amplifier l'effet des champs électromagnétiques sur le cerveau. Bon. Et par ailleurs, ça va éroder les alliages métalliques, notamment le mercure, transformer ce mercure en vapeur de mercure méthylmercure, en méthylmercure notamment. Ce méthylmercure va passer dans le nerf olfactif et aller au système limbique encore, recréer de l'inflammation. Donc vous voyez que les deux sont liés, il faut absolument retirer, ne pas poser d'amalgame dentaire métallique et les retirer. Alors, tout de même une bonne nouvelle, et vous voyez que les combats peuvent se passer, pas en France comme d'habitude, mais là en Europe pour l'occasion. Aujourd'hui, il y a un décret, il y a eu une directive européenne qui date de 2013 qui interdit la pose d'alliage dentaire métallique chez les femmes enceintes et les enfants. Bon, bonne nouvelle. Vous savez que les directives européennes doivent être transmises, c'est pas comme les règlements européens, ça doit être transmis en droit des différents États membres des nations. Eh bien, bonne nouvelle, le 1er janvier dernier, nous avons eu un décret qui interdit la pose de amalgame dentaire métallique chez les femmes enceintes et les enfants, qui a repris donc la directive
européenne avec 3 ans de retard. Bon, donc, ça c'est un point, mais bien sûr, chez les électro-hypersensibles, il faut faire la dépose si vous voulez, de ces alliages, pas n'importe comment, c'est une dépose qui doit être faite avec protection pour justement éviter, lors de cette dépose, les vapeurs de mercure qui risquent de passer par le nerf olfactif. Voilà, alors la santé publique, allons-y. Voilà, donc caractère acquis, caractère inné. Les prothèses peuvent faire antenne aussi. Donc ça, c'est tout de même, si vous voulez, important. Est-ce qu'il y a des caractères génétiques? Oui, et famille à risque, j'en ai parlé. Est-ce qu'il y a un rôle des magnétosomes? Nous ne savons pas encore. Pour les champs naturels, oui. Pour les champs artificiels, il y a probablement un dysfonctionnement des magnétosomes. La suivante, voilà. Alors, si vous voulez, ça c'est les pourcentages d'électro-hypersensibles qui sont dans les différents États membres de l'Union européenne et puis en Californie, aux États-Unis aussi. Vous voyez que depuis les années 90, ça ne fait qu'augmenter. Et donc là, étant donné qu'il n'y a pas de système de régulation, il est clair que nous sommes à la veille d'un problème de santé publique majeur, mondial, puisque on est à plusieurs milliards de téléphones portables utilisés sans régulation. C'est beaucoup plus grave que l'amiante. Nous sommes véritablement devant une catastrophe sanitaire en perspective, compte tenu des troubles cognitifs, et d'ailleurs dont on a les premiers résultats. La suivante. Voilà, alors, ce qu'il faut gérer quand on est médecin, mais il faut que nos hommes politiques comprennent ce qui se passe. Le coût humain individuel est insupportable, perte d'emploi, changement de domicile, calfeutrage. Pour la cage de Faraday, il faut faire très attention. Il faut, pour se protéger et donc mettre son lieu de vie en cage de Faraday, il faut être sûr que la source électromagnétique prédominante soit externe. Si elle est interne, vous aggravez, parce que les champs électromagnétiques vont se réfléchir sur les parois de votre cage de Faraday. Vie devenue impossible, idée suicidaire, j'ai 1 à 2 tentatives de suicide dans ma série. Non, j'ai beaucoup plus que ça, mais j'ai 2 suicides dans ma série. L'exclusion sociale sont devenus les parias de la société. Hein. Et, vous voyez, tout à l'heure, il y avait encore un portable d'ouvert, etc. Nombre de malades croissants, coût de la prise en charge considérable. On est tous en train de dire, la Sécu, on n'arrivera jamais à boucler le déficit. Eh bien, si vous voulez, si on crée des maladies, on sera obligé un jour ou l'autre de ne plus pouvoir rembourser, si vous voulez, les frais de soins. Et on aura donc une médecine à 2 vitesses. Ceci est absolument inacceptable au plan moral. Bon, le risque avéré, prévention, notre politique de santé est-elle à la hauteur du défi? Je vous laisse répondre à cette question. Voilà, alors on a fait un appel en 2009, ici, donc au Sénat, appel solennel afin de mettre en garde les pouvoirs publics contre l'utilisation sans limitation des technologies sans fil. Il est clair que, si vous voulez, on est dans un ailleurs, hein, au plan de la politique. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la société civile doit se mobiliser. Et quand elle se mobilise, d'après ce que j'ai entendu sur Biarritz, tant mieux. Et il faut, au niveau, il y a à peu près 150 communes qui ont ou associations de communes, communautés de communes qui ont refusé la pose de Linky, par exemple, de ces compteurs dits intelligents, eh bien, il faut que ceci vienne. Alors, je sais que le Conseil d'État a diminué énormément le pouvoir, je dirais, des maires en général, en disant que, si vous voulez, ce sont des biens communs, des services publics, etc., etc. Mais malgré ces attaques qui sont manifestement sous influence des lobbies, il faut résister. C'est la résilience. Il faut que les communes se battent aujourd'hui. Le maire doit avoir un pouvoir de proximité. Il l'a perdu pour
pour les antennes relais, etc., parce que maintenant les opérateurs, ils foutent les antennes sur les HLM ou sur des terrains privés. Vous vous rendez compte, le HLM perd, tout le monde est d'accord pour avoir une antenne, etc. Ben, il faut se battre, si vous voulez, au niveau local. Et ces communes qui se sont regroupées pour interdire les Linky notamment, doivent, et je vois le combat d'un de mes amis qui est du Pont-Aignan, par exemple, dans sa commune, il a réussi à déloger les antennes, etc. Donc il y a un combat possible au niveau local à partir du moment où le maire a compris la gravité de la situation. Si le maire dit rien vu ni connu, ou dit j'attends que ça vienne du gouvernement ou de la Commission européenne, ben, il peut attendre longtemps. Non, il faut absolument que les citoyens se bougent, et un maire, c'est un élu, eh bien, il ne peut prendre le courant et la décision que s'il a autour de lui des administrés, si j'ose dire, une population qui se bouge un peu, parce que si on est tous défaitistes, rien ne se fera. Voilà. Un autre, si vous voulez, d'autres déclarations qui a été faite à Bruxelles en 2015. Nous avions organisé un colloque sur l'électro-hypersensibilité. Participaient, je crois que j'ai rien d'autre. Voilà, non, ça c'est le bouquin. Participaient les pointures scientifiques mondiales sur l'électro-hypersensibilité. C'est la raison pour laquelle, après cet appel-là, nous avons un rendez-vous avec justement un Suédois, un Italien, un Anglais, un Français, etc., à Genève, là, début donc, du mois de mars, pour essayer de faire en sorte que l'électro-hypersensibilité devienne une infection reconnue par l'OMS. Voilà. Alors, une grande partie de ce que je vous ai dit ce soir, pas tout bien sûr, est écrit dans mon bouquin. Il y a la première partie du livre, ça concerne les liens entre environnement et maladie. On sait que le cancer est une maladie de l'environnement. On sait que le diabète de type 2, 3 millions de diabétiques de type 2 sont une maladie de l'environnement. On sait que l'obésité, qui n'a jamais été aussi importante maintenant, est liée non seulement à la malbouffe, mais aussi à l'environnement, avec notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui vont bloquer la migration des graisses, le relargage des graisses, c'est ce qui fait que les personnes vont grossir. Tout se passant, d'ailleurs, la première cause se passant au stade fœtal, donc la réponse étant de protéger les femmes et les enfants, pour les champs électromagnétiques, mais pour tous les facteurs de l'environnement. Il faut absolument, c'est peut-être le message de la conclusion finale, protéger les femmes et les enfants. Chauffe, 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 chauffe.